Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. La campagne de la bourse Semaille bat son plein et agriculteurs et pouvoirs publics redoublent d'efforts et aspirent à augmenter la production cette année des cultures stratégiques. Dans ce 19h, l'on s'intéressera à la production de la pomme de terre dans la wilaya de Tébessa et estimée à 1 600 000 quintaux cette année. Et s'inscrivant dans un plan d'urgence et pour assurer une sécurité hydrique à Borj Borerij, un grand chantier mené visant à sécuriser la population en matière d'approvisionnement en eau potable, notamment la réalisation de réservoirs de stockage et stations de pompage. Et au Maroc, classé top secret, selon certaines sources, le roi Mohamed VI a été évacué d'urgence vers Paris pour des raisons de santé à bord de l'avion royal qui a quitté Rabat au milieu de la nuit avant les horaires habituels. Et puis composé d'une quarantaine de bungalows et plusieurs services, c'est doté également d'un parc d'attractions et piscines. Viré à la fin de cette édition à Bléhoua, dans la wilaya de Chlef, à la découverte d'un nouveau complexe implanté entre forêt et mer, un havre de paix pour les amoureux du calme de Dame Nature. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, suite au remaniement partiel opéré par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a touché le corps des Wali délégués mercredi dernier, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé à l'installation de Abou Bakr Saddeq Boussita en tant que Wali de Tizi Ouzou au remplacement de Djilali Domi, nommé à la tête de Médéa. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration une déclaration qu'on écoutera dans nos prochaines éditions. Et je l'ai évoqué en titre, lancé il y a quelques semaines, la campagne La Bourse Semaille se poursuit à Ouedsouf, où les agriculteurs attendent une bonne récolte, notamment suite aux dernières précipitations. Ils tablent également sur l'augmentation des superficies exploité, nous dit Mohamed El Aïd El Bihi dans ce reportage, récit Yasmine Msoudi. Dernière ligne droite avant le lancement de la saison de la bourse Semaille dans la région frontalière de Ben Rachi à Ouedsouf. Les agriculteurs, ayant soigneusement préparé leurs terres, s'attendent à une récolte abondante qu'ils espèrent pouvoir mettre à disposition des coopératives pour l'approvisionnement en céréales. Nous sommes prêts pour cette nouvelle saison de la bourse Semaille. Nous nous attendons à des résultats prometteurs. Grâce au soutien des pouvoirs publics, nous tablons sur un rendement supérieur à 50 quintaux par hectare. Cette année, avec une pluviométrie favorable, nous espérons avoir un bon rendement. En tant qu'agriculteurs, nous avons longtemps souffert du problème de transport, mais aujourd'hui, grâce à l'aide de l'État, toutes les semences dont nous avons besoin sont désormais disponibles. Le secteur agricole de Ouedsouf redouble d'efforts pour exploiter pleinement le potentiel agricole de la région, avec pour objectif renforcer le rôle de l'agriculture dans le pays. Ce silo de stockage est un atout pour la région de Ben Rachi, facilitant l'accès des agriculteurs aux semences, engrais, produits phytosanitaires et autres intrants agricoles indispensables. Ce dépôt, dont la capacité est de 100 000 quintaux, nous permet de stocker notre production, mais aussi de répondre aux besoins des agriculteurs de la région. Le soutien à l'agriculture comprend l'acquisition de matériel agricole, l'accompagnement des agriculteurs par le développement des systèmes d'irrigation ainsi que la réalisation de forages, pour un budget annuel de près de 4 milliards, un soutien qui a permis d'élargir les surfaces agricoles. Les signes d'une saison agricole prometteuse se profilent à l'horizon. Les agriculteurs de Ouedsouf espèrent contribuer au renforcement de la balance commerciale du pays, mais surtout d'atteindre l'autosuffisance.
Et Tébessa, qui se veut l'un des pôles de production de pommes de terre dans le pays, le rendement atteint des taux très élevés, avec 1 600 000 quintaux cette année. Tout est mis à la disposition des agriculteurs pour conforter cette production et augmenter davantage, nous dit Yasmine Saïdji. Située à Oued Labied dans la wilaya de Tébessa, ces terres sont exclusivement consacrées à la culture de la pomme de terre. Une production encouragée par les conditions climatiques favorables, la disponibilité de l'eau pour l'irrigation, ainsi que le raccordement des exploitations au réseau d'électricité. Nous avons été raccordés au réseau d'électricité cette année, ce qui encourage des investisseurs des 58 wilayas à se lancer dans la culture de la pomme de terre. La filière pomme de terre est l'une des plus importantes filières agricoles à Tébessa. Grâce à l'accompagnement des pouvoirs publics, ce développement est également le fruit de l'augmentation des superficies consacrées à cette culture et à l'octroi des autorisations de forage, ainsi qu'au raccordement au réseau électrique. La pomme de terre de saison a atteint plus d'1 600 000 quintaux à Tébessa, qui pointe désormais à la deuxième position à l'échelle nationale en la matière. Il y a des agriculteurs qui viennent d'El-Oued, mais aussi de Ain el-Baïda et Blida. Ils viennent pour investir ou pour s'approvisionner. La superficie dédiée à la culture de la pomme de terre est estimée à plus de 3 700 hectares pour une production dépassant 1 600 000 quintaux, ce qui est très encourageant. Des efforts qui permettent aux services agricoles de Tébessa de tabler sur une production record en pommes de terre pour la saison agricole 2024-2025. Et les efforts des pouvoirs publics sont donc redoublés pour assurer une sécurité alimentaire, mais également hydrique. À Borj Bouarerij, l'exemple de ce 19h où les efforts sont redoublés pour faire face au stress hydrique, s'inscrivant dans un plan d'urgence. Un grand chantier est mené visant à sécuriser la population en matière d'approvisionnement en eau potable, notamment la réalisation de conduites, de réservoirs et de stockage et de stations de pompage, nous dit Saïd Amayouf dans ce reportage. Face à la problématique épineuse liée au stress hydrique, les autorités de la wilaya de Borj Bouarerij se sont lancées un défi majeur. Il s'agit d'un plan d'urgence afin de sécuriser la wilaya en matière d'approvisionnement en eau potable. Des réalisations colossales ont ainsi été effectuées, s'inscrivant dans le cadre des grands transferts d'eau à partir du barrage Tabello Tadjijel, en passant par le barrage Mouana Sétif jusqu'au barrage Ain Zeda à Borj Bouarerij, afin de renforcer les capacités en eau potable d'un apport journalier dépassant les 80 000 mètres cubes. À ce propos, la commune de Hasnawa vit au rythme des travaux de réalisation de conduites et de réservoirs de stockage. Le projet rêve de toute la commune, c'est le raccordement de la commune de Hasnawa avec toutes les agglomérations secondaires de la commune à partir de barrage de Tichihaf. C'est un grand projet de transfert de 50 km de conduites différents diamètres, 15 réservoirs, 6 stations de pompage. On a entamé les travaux depuis 1 mois et demi. Les entreprises sont installées, nous sommes en cours de réalisation. La commune d'El Aish, à 25 km d'El Borj, a bénéficié quant à elle d'une station de pompage et d'un réservoir d'eau de 1000 mètres cubes afin d'améliorer l'accès à l'eau potable dans une approche de gestion intégrée des ressources hydrauliques. On souffrait énormément d'une pénurie chronique de l'eau. Et avec cette réalisation gigantesque, l'espoir est permis de voir couler de l'eau, enfin, dans nos robinets. On a réalisé un transfert d'eau à partir du village d'El Fedj aux frontières de Hammam al-Dal'a jusqu'au village d'El Mkhazen sur une longueur de 32 km de conduite de pompage et 40 km de distribution. En somme, ce sont 4 stations de pompage et 3 réservoirs de 1000 mètres cubes chacun. Tikster, daïra de Tarrout, à 50 km d'El Borj, cette commune a connu quant à elle la réalisation d'une station de pompage outre un appareil de forage faisant partie de tout un programme reposant sur la réalisation de nombreux ouvrages de mobilisation à travers la wilaya pour lutter contre une pénurie chronique de l'eau.
Parmi les programmes à bénéficier, c'est la réalisation des forages profonds sur un linéaire de 700 mètres linéaires. Ce forage Zdim 3, qui se trouve à la commune de Tixter, qui alimente l'agglomération de Tixter et l'agglomération de Ras El-Oued et Ain Tassara, la commune de l'Anasr et la commune de Bibia et la commune de l'Ish Luqsor. Dans le cadre du programme de stress hydrique, programme d'urgence 2024, qui a été décidé par Monsieur le Président, donc la wilaya de Borj Barij a bénéficié d'un programme très important qui consiste son projet d'un montant de 324 milliards de centimes à travers la wilaya de Borj Barij, dans le but de satisfaire les besoins et de renforcer en matière d'AOP les agglomérations ou la wilaya de Borj Barij. En matière d'hydraulique, la wilaya de Borj Barij s'attelle à finaliser le programme d'urgence consistant en 100 projets visant à combler le stress hydrique et à sécuriser la population en matière d'alimentation en eau potable. Et puis cette information suite aux fausses allégations propagées par l'ancien ambassadeur de France en Algérie dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie au sujet des prétendues mesures restrictives au commerce extérieur. La cellule de communication du Premier ministre tient à démentir catégoriquement ces informations qui sont totalement infondées. Et puis au Maroc, classé top secret selon des sources, le roi Mohamed VI a été évacué d'urgence vers Paris à bord de l'avion royal qui a quitté Rabat au milieu de la nuit inhabituellement. Plus de précisions avec Yeni Saïd Belkacem. Le roi Mohamed VI a été évacué d'urgence vers la France pour des raisons de santé. L'avion royal a quitté Rabat au milieu de la nuit avant les horaires habituels de déplacement de Mohamed VI avant d'atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sous un dispositif de sécurité important. Si cette évacuation d'urgence soulève des inquiétudes dans un Maroc déjà en proie à des tensions sociales, elle vient confirmer les critiques des opposants marocains à travers le monde qui ont à maintes reprises mis en doute la capacité de Mohamed VI à s'acquitter pleinement de sa mission. Mohamed VI souffre d'une bronchopneumopathie chronique, une pathologie qui entrave le flux d'air et provoque des difficultés respiratoires, ce qui contraint à réduire drastiquement son activité. Sa faiblesse apparente lors de ses rares apparitions publiques suscite des interrogations sur sa capacité à gouverner et la situation est suivie de près en raison de son impact potentiel sur la stabilité du Maroc. Tout le monde sait que Mohamed VI est très malade. Le Maroc s'effrite car aujourd'hui ce sont les sionistes qui le dirigent. L'évacuation en urgence du roi vient nourrir les tensions au sein de la famille royale qui se livre une véritable lutte pour la succession au trône. Compte tenu de sa situation budgétaire, n'arrive plus à répondre aux besoins élémentaires de la population marocaine qui souffre le martyre à tous les niveaux d'ailleurs. L'absence prolongée du roi risque de fragiliser davantage la stabilité du Maroc et de mettre en péril l'avenir d'un pays et d'un peuple. Et dans ce royaume, l'histoire se rappelle. Le 6 novembre 1975, Hassan II orchestre la marche verte, mobilisant 350 000 Marocains pour envahir le Sahara occidental, profitant de la décolonisation espagnole. Sous un faux prétexte de paix, cette manœuvre politique marque le début de l'occupation marocaine du territoire sahraoui, entraînant déportation, spoliation et violation des droits du peuple sahraoui. Emina Saïdji. Le 6 novembre 1975 marque le début du complot contre le Sahara occidental. Dans une mise en scène théâtrale et mensongère, Hassan II a orchestré la marche verte, rassemblant des milliers de Marocains pauvres et affamés, pour certains inconscients, afin de s'approprier ce territoire. Profitant de la pression exercée sur la colonisation espagnole, Hassan II a mobilisé près de 350 000 personnes, des travailleurs précaires et des laissés pour compte, ainsi que des vestiges de l'ère coloniale française, pour envahir les territoires sahraouis. Ce déplacement massif a conduit au massacre des Sahraouis, à leur déportation, à la confiscation de leurs ressources naturelles et à la tentative d'effacer leur identité. Cette opération constitue une violation des traités et conventions internationaux, marquant un tournant sombre dans l'histoire des Sahraouis.
وسقاوها بدمائهم الطاهرة الزكية النقية واعطاوا أرواحهم في سبيل الله وكتلوا نصارى ونحكم عليهم بالإعدام وأسروا وعذبوا. ما هم انتوما أباتنا نحن وجدودنا نحن. تحية مجد وخلود لشهدائنا الأبرار، تحية مجد لمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مجموعة قديمزيك. عندي رسالتي هون للشعب المغربي هو أن هذه المسيرة الخضراء اللي تحتفلوا بها في 6 نوفمبر أنها لن تدخل الصحراء الغربية. والله ما دخلت الصحراء الغربية، إنما توقفت عند حدود الصحراء الغربية عند منطقة الطاح التي تبعد شمال مدينة العيون 60 كيلومتر. ما دخلت دورة وما دخلت العيون ولا دخلت البلاية ولا بوجدور ولا الداخلة ولا القويرة. Les Sahraouis se rappellent en cette triste commémoration des crimes de l'occupation marocaine qui constitue une honte indélébile. Le Mersenne a utilisé des bombes au napalm et au phosphore interdites par le droit humain international à Umdriga, Mghela et Tifariti, dans l'unique but d'exterminer le peuple sahraoui. Les Sahraouis se souviennent également de la répression continue et de la violence qu'ils ont subie, même en présence des Nations Unies et des troupes de la MINURSO, déployées pour organiser un référendum dans la région. Cette douloureuse commémoration soulève de nombreuses questions. Pourquoi le Maroc n'envahit-il pas l'Espagne pour reprendre Ceuta et Melilla, les îles Al-Ousmas, les îles Chafarinas, les îles Leila et d'autres territoires sous contrôle administratif espagnol, alors qu'il préfère exhiber sa force contre le peuple sahraoui sans défense en s'appuyant sur le soutien de l'entité sioniste et les revenus du cannabis. Et toujours dans ce royaume, le secteur de la justice s'ajoute au secteur dont les droits sont bafoués par le régime du Mersenne. Depuis le 1er novembre dernier, les avocats sont en grève pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes, nous dit Yasmine Msaoudi. Face à la répression et à l'injustice, les avocats marocains sont en grève depuis le 1er novembre pour protester contre la régression législative et pour dénoncer les graves atteintes à leurs droits et à ceux de leurs concitoyens. Le Mersenne est accusé d'imposer une influence directe sur le système judiciaire tout en cherchant à affaiblir les fondements de la justice et des droits humains. En réponse, les avocats poursuivent une grève ouverte, estimant que leur métier est menacé et que leur liberté est mise en danger. 20 organisations de défense des droits de l'homme ont rejoint ce mouvement et exhortent le Maroc à respecter ses engagements internationaux dans l'élaboration des lois qui touchent le métier d'avocat. Dans un communiqué, l'Association marocaine des droits humains a salué les actions menées par les avocats visant à défendre leurs droits, préserver leur dignité et protéger les droits des citoyens. L'association dénonce les projets de loi jugés non conformes à la Constitution et aux droits humains, adopté sous l'influence d'une vision autoritaire du Mersenne pour contrôler et réprimer la population. La MDH souligne que ces lois protègent avant tout les réseaux de pouvoir et de corruption aux dépens des citoyens et des avocats. La plus grande organisation de défense des droits humains du Maroc tient ainsi le Mersenne pour responsable de cette répression, accusant le régime de tenter, comme à son habitude, d'intimider et d'étouffer toute voix discordante. Et puis dans le reste de l'actualité, en Palestine occupée, la résistance vient d'annoncer un nouveau bilan des martyrs de Gaza. Elles sont désormais 43 469 à être tombés dans ce massacre, en martyrs dans ce massacre. Au moins 78 déplacés ont été tués ces dernières 20 à 48 heures. En outre, 102 561 Gazaouis ont officiellement été blessés dans le génocide. Il est à noter que la Cisjordanie, autant que Gaza, subit une agression qui dépasse toute imagination. Plus de 7 Palestiniens ont été martyrisés ces derniers jours. Sur le plan humanitaire, l'UNRWA, l'agence de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, vit ces heures les plus sombres. Le point avec Sabrina Kshourouda. Pis pour les Palestiniens. En Cisjordanie, 7 Palestiniens ont été tués ces derniers jours. L'occupant a récemment mené une agression nocturne sur la région de Toubas et a ciblé la localité de Qabatia, au sud de Jenin. Cette dernière a subi plusieurs agressions dans la même journée, les factions scélérates agissant par hélicoptère, drone et sniper. Dans cette région de Palestine, l'occupation s'est significativement durcie en plus d'1 an.
Depuis le début du génocide, ce sont 757 Palestiniens de Cisjordanie qui ont été martyrisés par les forces d'occupation ou des colons sionistes. Pendant ce temps, l'UNRWA vit son heure la plus sombre, a déclaré son chef devant l'Assemblée générale des Nations unies, appelant les États membres à la sauver. Pourtant, l'agence onusienne que l'entité sioniste a décidé d'interdire est considérée comme la dernière béquille des Palestiniens, a fortiori à Gaza. Sans intervention des États membres, selon Philippe Lazzarini, l'UNRWA va s'effondrer, plongeant des millions de Palestiniens dans un degré supplémentaire du chaos qu'ils subissent. Et puis, retour chez nous. Composé d'une quarantaine de bungalows et plus d'un service, est doté également d'un parc d'attractions et piscine. Viré à présent à Beni Hawa dans la ville de Chlef à la découverte d'un nouveau complexe touristique implanté sur plus de 4 hectares entre forêt et mer. Un réel havre de paix pour les amoureux du calme de Dame Nature. Reportage Mekdaj Ahmouna. Envie d'une escapade nature avec vue sur mer? Cet endroit est le lieu idéal pour votre échappée. Niché au cœur d'un écrin de verdure à Beni Hawa, dans la wilaya de Chlef, ce complexe touristique invite à la détente et le farniente. Sur plus de 7 hectares, ce site exceptionnel promet une bouffée d'oxygène loin du quotidien, avec un parc d'attractions, un parc aquatique, une salle de sport et un mini-stade. C'est un site idéal. On ne trouve pas ça ailleurs, enfin, même s'ils sont peu, mais on ne trouve pas souvent des sites comme ça. C'est un bon cadre pour la visite, pour les touristes nationaux et internationaux, et pour les familles, pour passer de belles journées, de bons week-ends, de belles vacances, avec les bungalows, la restauration, et puis le parc d'attractions, l'aquapark. Donc il y a toute une panoplie de loisirs. Moi particulièrement, j'invite la communauté algérienne qui est installée à l'étranger à venir découvrir les richesses de nos pays. Et je pense que Beni Hawa en fait partie. Donc là, on a une infrastructure qui est plus qu'idéale. On a 48 bungalows qui sont au top. On a un parc d'attractions qui fait plaisir aux enfants. Un karting, un parc aquatique, on a vraiment tout ce qu'il faut. Le complexe propose également des activités variées telles que des randonnées en quad, des sorties en yacht, de la plongée sous-marine et du jet ski. Les 48 bungalows accueillent les visiteurs dans un cadre agréable avec tout le confort nécessaire, tandis qu'un restaurant self-service et une cafétéria vous permettent de savourer des préparations et des mets gourmands. Beni Hawa est connue pour la beauté de ses paysages. C'est une région touristique par excellence. Nous avons misé sur l'emplacement du complexe. On est à côté de la forêt, donc le calme est garanti. Et la modernisation aussi. Nos bungalows sont dotés de toutes les commodités pour profiter d'une expérience inoubliable. Avec une superficie de 68 mètres carrés, ils peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes chacun. Beni Hawa promet plus de succès avec ses potentialités touristiques. Et de notre côté, nous avons d'autres projets en cours pour rendre encore plus agréable notre expérience. En effet, des projets d'expansion sont déjà en cours pour enrichir cette expérience avec une piscine semi-olympique et un stade de football de 100 mètres carrés prévu pour l'été prochain, ainsi qu'un spa. Un véritable atout touristique qui va attirer plus de touristes nationaux et internationaux. Et l'emplacement de ce complexe est juste magnifique et je parle en connaissance de cause. Et puis le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Vladimir Petrovic, a dévoilé aujourd'hui une liste de 26 joueurs en vue des 2 derniers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Petrovic a déclaré qu'il allait aborder les 2 derniers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 avec l'intention de gagner pour enchaîner les résultats positifs. On l'écoute. Je pense dans cette liste, la confirmation des joueurs, la possibilité donnée à des joueurs et des nouveaux joueurs qui ont la possibilité de venir avec nous. Et pour moi, c'est très essentiel, très important de voir les confirmations qu'on peut avoir et aussi le développement au sein du groupe. Surtout pour les jeunes joueurs, la possibilité de les évaluer, de les voir et de donner à nouveau la possibilité d'être avec nous. J'ai lu, j'ai entendu que ces matchs, vu qu'on est déjà qualifiés, ne sont pas importants. Et j'ai dit dès le début que chaque match pour l'équipe nationale, c'est un match important et essentiel. Le fait mathématique, c'est qu'il faut aussi penser que le classement de la FIFA,
C'est un classement très important et là aussi, il faut tout faire pour acquérir des points. Et souhaitons bonne chance aux 11 nationales. Football, toujours 8e journée de Ligue 1 Mobilis de football avec un match à l'affiche, celui qui mettra aux prises la GS Kabylie, l'USM Alger, ou encore celui qui opposera dans quelques minutes le MC Oran et l'entente de Sétif. Le CS Constantine, quant à lui, sera opposé à l'Olympique Arbou. La surprise de ce premier tiers du championnat. Plus de détails avec Fatah Abada. La 8e journée de Ligue 1 Mobilis s'annonce palpitante. Elle débute d'ailleurs aujourd'hui avec le grand classique qu'abritera le stade Miloud Hedfi d'Oran entre le Mouloudia local et l'entente de Sétif. Deux grands ténors du football national, il y aura sûrement du beau spectacle. Pour demain vendredi, il y aura 3 rencontres. Tout d'abord au stade Boumzrak de Chlef, l'ASO, avant-dernier du championnat, tentera d'ouvrir son compteur victoire en accueillant le MC Riyad. Les Chelfawa ont tout intérêt à réaliser leur première victoire. Mais en face, ils auront une équipe du MC Bayed très joueuse et qui risque de leur poser de gros problèmes. Les Genoux du PAC reçoivent quant à eux au stade du 5 juillet les 6 Kawa de l'USM Trenchla, revenus avec un précieux nul de leur dernier déplacement et sous la houlette de leur nouveau coach Bilal Djeri. Boulbina, le buteur actuel du championnat, et ses compères devront puiser au fond d'eux-mêmes pour venir à bout de la belle équipe Trenchli qui joue bien à l'extérieur. À Constantine, une belle empoignade opposera le CSC aux Akboussiens. Les coéquipiers de Dib auront sûrement à cœur de surmonter devant leur public leur première défaite de la saison concédée à Oran. Même chose pour l'Olympique Arbou qui a perdu pour la première fois à domicile face à l'ES Mostaganem. Cette 8e journée sera clôturée samedi avec 4 rencontres. Les Béchari de la JS Saoura reçoivent le MC Magra mal en point ces derniers temps. Suibah et ses coéquipiers semblent bien partis pour glaner les 3 points de la victoire. L'affiche de la journée aura pour théâtre le stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou où 2 co-leaders se rencontrent. En effet, les Canaries du Djurdjura accueillent l'USM Alger dans un choc prometteur où chacune des 2 équipes voudra remporter les 3 points pour rester en tête du classement. Un autre co-leader, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger, reçoit au stade du 5 juillet l'US Biskra. La partie ne sera pas de tout repos pour les Algérois. En face, ils auront des biscrits qui voudraient sûrement créer la surprise et effacer leur dernière défaite face aux Canaries. Enfin, les Mostaganémois reçoivent la lanterne rouge surprise, le CR Belouizdad. Amrani et ses troupes sont dos au mur. Seule équipe avec l'ASO à ne pas avoir gagné le moindre match feront tout pour damer le pion aux locaux. Une partie donc indécise et qui promet d'être âprement disputée. Voilà qui termine ce 19h préparé par Adel Bouhamed Yousfi, ça a été réalisé par Youssef Hatem. L'information revient à 22h30 et l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions midi 19h. Bonsoir.